Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et en fait, moi, je suis une femme de théorie, mais qui travaille sur le terrain. Donc voilà, c'est très bien, je fais le lien avec ce que Christiane a dit précédemment, pour, non pas pour meubler, puisqu'il est déjà là, il est presque synchro avec mon début de présentation. Et donc effectivement, je suis une femme de théorie, mais qui a la grande chance de travailler comme chercheur dans cette maison d'hébergement, au sein de Solidarité Femmes, depuis maintenant 5 ans. Et dans le cadre de ce colloque international, en amont de ce colloque international, en fait, on a travaillé sur une recherche. Et mon intervention aujourd'hui portera ce titre, donc « Tu n'as qu'à couper les ponts, constat sur les violences post-séparation au travers de la recherche de Solidarité Femmes ». Alors, c'est très très facile pour moi comme présentation aujourd'hui, parce que je vais pouvoir faire l'économie de certaines choses, à savoir beaucoup de choses qui ont été analysées dans cette recherche, puisque dans votre farde de présentation de congressistes, vous avez tous reçu une petite brochure comme celle-ci. Cette brochure a été éditée à l'occasion de ce colloque des 40 ans de Solidarité Femmes. Et dans cette brochure, vous avez quoi? Vous avez le gros de la recherche, donc ce sur quoi je vais parler aujourd'hui. Et vous avez surtout en fait tous les chiffres, toutes les statistiques de l'enquête qu'on a menée dans le cadre de cette recherche. Mais je vais de toute façon vous expliquer comment on a procédé. Je voulais juste en fait vous dire que ma présentation, je vais un peu vous faire le côté coulisses, le côté off de cette recherche. C'est un peu inutile de commencer à parcourir tous les chiffres que vous allez pouvoir lire calmement dans cette brochure. Je vais un petit peu me mettre côté coulisses pour vous parler de cette recherche et donc de vous parler de ce contexte. Alors évidemment, dans ce contexte, il y a déjà plusieurs choses qui ont été dites. Il y a la communication qui vient d'être faite, la présentation qui vient d'être faite par Josiane. Donc il y a le regard de l'équipe de Solidarité Femmes sur cette question. Donc je ne vais pas évidemment reprendre tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été expliquées, ce contexte dans lequel on est, ce besoin un peu urgent de vous convoquer tous, et j'en profite vraiment ici pour aussi vous remercier d'être aussi nombreuses et nombreux à cette journée, enfin ces 2 journées. Et donc, le regard de l'équipe de Solidarité Femmes, comme il a été dit, il se porte sur les femmes qu'on voit passer dans nos services depuis maintenant 40 ans. Il a un regard particulier, c'est-à-dire qu'il analyse la question de la violence conjugale, mais comme Christiane l'a très bien expliqué dans sa petite capsule que nous avons enfin pu regarder. Donc on a parlé de cycle, on a parlé de prise de pouvoir d'une personne sur une autre, du partenaire violent sur la victime. Donc ça c'est notre contexte de réflexion. Et bon, il y a également, il y a autre chose que le regard de l'équipe de Solidarité Femmes, mais là aussi, je vais pas faire de redites. Il y a des choses qui ont déjà été contextualisées par Josiane. Il y a le regard extérieur. Et pour nous, cette recherche qu'on a voulu mener, elle venait aussi du constat qu'on fait péniblement tous les jours en tant qu'intervenant, en tant que chercheur, en tant que, j'ai envie de dire, femme, homme, enfin un citoyen lambda. Je ne sais pas vous, mais moi très très régulièrement, quand on parle de violence conjugale, quand je rencontre des personnes, que ce soit des proches ou moins proches, qui me parlent de leur situation, il y a toujours après quelqu'un qui va venir me dire oui mais bon, enfin entre nous, si elle partait, voilà, ça arrangerait déjà beaucoup de choses. Alors on n'est pas ici pour faire une conférence sur ce qu'est la violence conjugale, on est sur l'après, la séparation, et on a quand même aussi
ces réflexions de sens commun, enfin, ce qu'on entend, on entend et qu'on lit aussi, par exemple, on lit dans la presse, on lit. Moi, j'aime bien toujours, quand je prépare une recherche, de me pencher sur ce qui se dit dans la société et de passer notamment par les canaux de type les réseaux sociaux, les forums, voir un petit peu comment ça s'alimente, qu'est-ce qu'on a dans les débats. Et donc d'entendre toujours, ben oui, mais bon, ces femmes qui quittent pas, enfin voilà, c'est toujours cette difficulté, enfin voilà, on comprend pas. Et puis aussi, ben, une fois que ce sera fini, une fois que la relation sera terminée, ben ça ira mieux. Et nous, il y avait quelque chose dans notre pratique. Il y avait quelque chose dans notre pratique qu'on observait depuis déjà très longtemps, qui montrait, comme on l'a déjà dit, qui montrait cette difficulté qu'avaient les femmes à se reconstruire psychiquement, physiquement. L'impact de la violence conjugale sur la santé des femmes a été analysé par d'autres que moi, d'autres que nous aujourd'hui, enfin, dans ce colloque. Et ce constat de voir cette difficulté de reconstruction, mais on avait beau le défendre, en parler, mais c'est un peu comme partout, hein, et ouais, je suis une femme de recherche, femme scientifique, mais parfois, avoir des chiffres, ça aide. Ça aide déjà un peu à déclencher, et ça aide surtout quand magie de l'universalité de cette problématique, magie ou pas magie, enfin, je suis consciente du terme que j'emploie, que ces chiffres que nous avons obtenus au travers notre recherche, eh ben, pas beaucoup de surprises, enfin, c'est une belle surprise, ils correspondent également à des résultats qu'on a dans des travaux récents. Alors, ben, moi, je ne vais pas parler de ces travaux récents, donc il faut savoir que, côté off de cette recherche, pour bien la préparer, on va voir un petit peu ce qui a été fait dans différents pays. Et donc, nous avons la chance d'avoir justement ici, parmi toute la littérature qui a été analysée, mais c'est vrai que nous avons fortement travaillé, j'ai fortement travaillé sur ces auteurs. Donc, nous avons Madame Patricia Romito, Monsieur Simon Lapierre, Monsieur Pierre-Guillaume Prigent, tous trois aussi dans le domaine de la recherche, et qui feront leurs exposés et qui nous apprendront beaucoup de choses sur cette question des violences post-séparation. Et donc, comme je vous disais, il y a un côté très très rassurant de voir que notre réalité, sur notre échantillon, sur notre recherche, correspond à ce qu'il existe dans la littérature actuelle. Alors, pour parler à proprement parler donc de cette recherche, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la construction d'une recherche comme celle-là ? C'est une recherche qui a duré 1 an, donc c'est une recherche qui a duré 1 an. C'est une recherche qui dans un premier temps, a mobilisé beaucoup d'énergie, et là je remercie les collègues qui ont donné un coup de main sur toute cette partie qu'on ne voit pas dans la recherche, mais qui était très très importante. C'était ouvrir les archives de Solidarité Femmes et d'analyser tous les dossiers des femmes. Alors, pas tous depuis 40 ans, sinon je ne serais pas là aujourd'hui pour présenter les résultats, en tout cas des 5 dernières années précédant la recherche. Alors, on a ouvert tous ces dossiers. On avait des indicateurs, on avait des points d'attention importants. Et alors là, comprenez bien ce que je vais vous expliquer, c'est que dans le discours ambiant actuel sur la question de la violence conjugale, qui fait souvent l'amalgame avec le conflit, avec toute la question de la responsabilité, de la co-responsabilité des partenaires dans la relation, on avait besoin de dossiers de femmes
qui n'était pas, et là je vais être très prudente dans ce que je vais expliquer, qui n'était pas dans l'ambivalence. Cette ambivalence, elle est tout à fait normale dans le cadre des couples qui sont en séparation, dans le cadre de violence conjugale. Parce que tout simplement, et je ne vais pas passer 1 heure à vous expliquer, vous êtes ici, vous connaissez la problématique de violence conjugale, mes collègues auront l'occasion de revenir sur cette définition de la violence conjugale, et notamment déjà dans la table ronde internationale tout à l'heure. Mais on voulait travailler avec des femmes qui avaient déjà mis matériellement en place des choses pour se séparer. Et donc, on avait estimé qu'à 3 mois déjà de prise en charge au sein du refuge, que ce soit en hébergement, que ce soit en ambulatoire, il y avait déjà une décision de quitter le partenaire violent. Peut-être après plusieurs cycles, Christiane a parlé du cycle de la violence, peut-être après déjà plusieurs tentatives, plusieurs cycles, mais en tout cas, à ce stade-là, dans les dossiers que nous avons analysés, ces femmes avaient déjà mis en place matériellement des choses. Matériellement des choses, ça peut être quoi ? Ça peut être voilà, un changement de domicile, ça peut être des décisions judiciaires qui sont prises, on va le voir dans les résultats quand même, je vais vous donner quelques résultats, parce que je ne pouvais pas non plus faire que du off. Des décisions judiciaires, notamment avec les enfants, donc des choses qui étaient déjà mises en place. Et donc, de tout cela, on a... De tous ces dossiers, on a sélectionné un certain nombre de femmes. Je vais revenir sur ce point après. Mais évidemment, on avait une hypothèse. Je vous ai parlé de cette violence conjugale. On avait même une double hypothèse de départ. Et donc, aussi par rapport à tout ce qu'on peut entendre, cette double hypothèse, c'était de se dire que la fin de la relation ne semble pas mettre un terme à la violence conjugale et que la continuité des violences au-delà de la relation semble constituer à la fois un véritable frein à la reconstruction psychique des victimes ainsi qu'un réel obstacle à la protection de l'intégrité physique des femmes et des enfants. Je ne vous apprends rien de plus que ce que je vous ai déjà dit en introduction de cette présentation. Alors notre angle d'approche, c'est pour ça que j'ai commencé d'emblée en disant, pour faire le lien avec la capsule vidéo, je suis femme de théorie, mais je travaille en tant que chercheur au sein de Solidarité Femmes. Et il était très très important pour nous, notre angle d'approche, de donner une priorité à la parole des premières concernées, donc des victimes de violences conjugales. Donc, de ne pas faire l'erreur de travailler sur elles, de travailler que sur leur dossier, de travailler avec un surplomb, d'analyser avec nos grilles de lecture. Mais on voulait justement se dire, quitte à ce que ça nous apprenne des choses complètement à l'opposé de ce qu'on imagine, parce qu'on peut toujours imaginer, espérer certains résultats, non, de les écouter, de mettre leurs paroles au cœur du processus. Et donc, c'est pour ça qu'en les mettant au cœur du processus, dans nos options méthodologiques, on a procédé en 2 temps. On a une approche qualitative. Là, dans la brochure, vous n'avez que la partie quantitative. C'est voulu, je vous expliquerai pourquoi après. Vous n'avez que les chiffres de l'enquête. Donc on a fait une enquête, un questionnaire qui évalue à différents stades le processus à partir du moment de la séparation, à partir du moment où madame quitte monsieur, donc dès le premier instant où elle part, donc qu'est-ce qui se passe. Et puis à différents moments, donc comme vous verrez dans la brochure. Mais évidemment, les chiffres, c'est bien, je le disais, ça donne de la légitimité, mais on voulait surtout, dans cette approche dont j'ai parlé, de mettre, cette approche féministe, j'ai même envie de dire, puisqu'on travaille en tant que moi, femme, travaillant avec des femmes et écoutant des femmes, mais de les mettre au cœur du processus de cette recherche en menant des entretiens de type récit, tout à fait libre. Racontez-moi votre histoire à partir du moment où vous êtes parti, qu'est-ce qu'il s'est passé, comment avez-vous vécu les choses, l'importance du ressenti. Et donc c'est pour ça qu'on a une approche qualitative et quantitative. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce deuxième très très gros volet, puisqu'on a quand même entendu
15 femmes qui ont accepté, avec toute la prudence qu'on avait mise autour, à savoir bien veiller que ce soit des femmes qui soient prêtes à témoigner, bien veiller que ça ne risque pas de réactiver certaines choses, même si peut-être avec toutes nos précautions, forcément on a réactivé certaines choses. Moi je l'ai ressenti très très fort en recueillant ces témoignages. Eh bien, on voulait les mettre au cœur du processus parce que de ces témoignages, on ne voulait pas en faire une brochure rapidement distribuée, mais peut-être penser avec elles dans le futur à un outil qui permette, grâce à leurs paroles, de reprendre certains contrôles dans cette reconstruction psychique, en se disant un peu à l'image de ce qu'une des interviewées m'avait dit d'emblée, Emmanuel, je t'aime bien, mais ça va servir à rien ce que je vais faire là. Moi, je caresse l'espoir que tous ces témoignages mis ensemble vont permettre justement peut-être encore à d'autres femmes qui n'osent pas briser le silence de se retrouver à travers ces paroles et de pouvoir à leur tour passer le cap et demander de l'aide. Et donc, pour terminer avec les options méthodologiques, on était dans une démarche inductive reliée à notre angle d'approche, donc de l'écoute des femmes. Démarche inductive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment les résultats de l'enquête, leurs paroles, l'analyse des entretiens passés avec elles, qui allaient nous permettre de dégager des grandes réflexions, des grandes conclusions, que après évidemment nous avons pu mettre en parallèle avec les travaux qui existent et les cadres de référence. Voilà. Alors quelques mots quand même sur ces résultats. Donc cette étude, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que 79% des femmes sondées déclarent encore subir des violences après une séparation, celle-ci pouvant remonter à plus de 5 ans. 4 femmes sur 5. Donc, quand on entend dire, une fois que ce sera fini, ça ira mieux, non. Voilà, on est malheureusement face à d'autres résultats, comme je vous l'ai dit, qui se retrouvent dans les travaux internationaux. Et ici, un seul graphique, vous les avez tous, sans sélection dans la brochure que vous avez eue dans la farde, un seul graphique qui montre comment les choses évoluent d'année en année. Et donc, si je peux, on ne va pas tout commenter. Globalement, ce qu'on a observé de manière assez fréquente, et ceci aussi dans les entretiens, c'est que forcément la prise en charge au niveau du refuge va les mettre dans un accompagnement, dans une sécurité qui va permettre aussi de prendre pas une distance, mais de se sentir accompagné et mis en sécurité. Même si, évidemment, il faut toujours être prudent quand on parle de ces choses-là, parce que tout est toujours évidemment lié à ce processus de victimisation, de comment on peut ressentir la peur, la violence, qu'est-ce qui est violence, qu'est-ce qui me fait violence, qu'est-ce qui a de l'impact sur moi. Mais toujours est-il que moi, quand j'ai analysé les résultats, quelque chose qui m'interpellait très fort, c'était de voir que au début de la séparation, il y avait quand même un tiers des femmes qui n'étaient pas du tout concernées. Donc au tout début, dans la première année, qui n'étaient pas, qui se disaient en tout cas pas concernées. Mais je vous dis, on se remet dans le contexte de cette prise en charge où on est accompagné aussi. Donc on voit aussi les choses différemment. Et puis le temps passe, et on va retrouver 5 ans, 6 ans plus tard, des chiffres qui font vraiment peur, avec plus de 50% de femmes qui se disent souvent concernées. Après 5 ans de séparation, souvent concernées par de la violence encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre au niveau de ces chiffres? On peut voir que le continuum de ces violences est, sans surprise, entretenu par le lien indéfectible de parentalité qui subsiste à celui de la conjugalité. Et donc là, je n'ai pas fait mention des travaux, parmi les travaux, parce que c'était des travaux scientifiques, mais
nous aurons l'intervention du juge Durand cet après-midi, qui pourra justement nous apporter des éclairages par rapport à cette question, hein, des enfants qui sont donc 77%, qui sont là-dedans. Ces violences post-séparation, elles sont occasionnellement physiques, donc du moins par rapport à notre recherche, mais essentiellement d'ordre psychologique et moral, hein, harcèlement, énormément de contrôle, des menaces de violence physique, de mort, du dénigrement, enfin voilà, tout ce qui peut permettre de nuire ou de porter atteinte à l'intégrité psychique des femmes. Violence morale et économique principalement par le non-respect chez une femme sur deux des décisions judiciaires, hein, pension alimentaire et régime de garde, ceci entraînant une charge mentale supplémentaire chez la victime. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre aussi ? On va apprendre qu'il y a des stratégies violentes et anxiogènes pour la mère. Et là, je fais déjà un petit clin d'œil aux interventions demain, enfin en tout cas je pense pas plus particulièrement à l'intervention de Pierre-Guillaume Prigent, qui viendra parler de comment se positionnent les pères, dans ce débat et dans ces enjeux. Qu'est-ce qu'ils vont sortir comme argument ? Comment ils vont faire je ne vais pas en dire plus, hein, je vais pas non plus commenter les recherches de Pierre-Guillaume que j'ai lues évidemment pour préparer cette recherche. Et donc des stratégies violentes et anxiogènes pour la mère, des stratégies qui sont utilisées de manière permanente, tout le temps ou régulière par l'ex-partenaire, avec des chiffres là, moi, qui m'ont vraiment, où j'étais, je savais qu'il y avait un problème qui était très très important, mais alors là, quand on frôle les 90, les 90%, là, ça devient assez impressionnant et urgent de mettre la question en discussion. Et notamment ici dans justement toutes les procédures judiciaires. Et évidemment, un impact sur la victime qui est traduit par le sentiment permanent, régulier de peur pour sa propre sécurité, pour celle de ses enfants. Et je fais aussi un petit zoom sur l'attitude non collaborative du partenaire rendant la procédure de séparation difficile, de manière régulière, voire constante. Hein, et donc là, je parlais justement du respect de décisions judiciaires. Une partie du questionnaire visait, donc en isolant les femmes évidemment qui n'étaient pas concernées par ça, donc dans notre échantillon, de poser des questions sur les principales décisions judiciaires qui avaient été prises autour de la parentalité et de l'exercice des droits y afférents. Et là, on a appris que monsieur n'a, par exemple, jamais respecté des décisions prises dans les proportions suivantes. Donc, en matière de garde des enfants, 46%. En matière de droit de visite, 42%. En matière de pension alimentaire, 63%. Nous, ça ne nous étonne pas, puisque quand on les entend, les dames qui passent par nos services, et vous aussi quand vous les entendez, mais vous entendez ces arguments-là. Bon, ici, voilà, c'est chiffré. Et en matière d'éloignement, c'est une mesure qu'on peut retrouver dans la littérature, qui est extrêmement difficile à mettre en place. Je pense que ce n'est pas nos magistrats qui diront le contraire. Mais voilà, en matière d'éloignement, on avait quand même posé la question. Seules 3 femmes étaient concernées. Et il s'avère qu'aucun homme visé par cette mesure n'a respecté le jugement. 2 tiers ne l'ont jamais respecté. L'autre tiers l'a respecté 2 ou 3 fois seulement. Alors, je vais contrôler mon timing, mais ça va, je pense que j'ai encore un tout petit peu de temps pour faire une brève analyse. Et donc, pour cette analyse, donc j'ai procédé comment ? J'ai procédé donc en essayant, donc, comme je vous ai dit, on a vraiment voulu mettre la parole des femmes, que ce soit par le questionnaire, par les entretiens, au cœur du processus de cette recherche. Et donc, après, de faire remonter... comme on dit, de faire remonter des généralités par les statistiques, de voir quels étaient les constats qu'on pouvait faire. Et évidemment, première chose, de pouvoir se poser la question de est-ce qu'il y a un continuum, et donc d'emblée de voir si ces statistiques sont cohérentes avec les témoignages. Ça, voilà, ça c'est intra dans la recherche. C'est pas par rapport aux autres recherches extérieures, c'est intra. Et donc là, avec beaucoup d'émotion, je vais vous lire quelques extraits choisis de ces témoignages.
Comme je n'en dévoile pas trop, comme je vous ai dit, je garde les 30 heures de bande audio que j'ai, mais je vous donne quand même quelques extraits pour que vous entendiez cette réalité de femme. Je trouve que c'est un minimum dans ce colloque de leur rendre hommage et de mettre leur parole. Évidemment, tout est anonymisé, vous vous en doutez bien. Donc, et puis là, ça a commencé. Les rodages devant le refuge, à l'école, ils se cachaient derrière les sapins. Il suivait les éduques et puis le soir, il me faisait le rapport de tout ce que j'avais fait. Il a commencé à me dire qu'il avait gardé des photos de moi, qu'il allait les montrer. Et aussi tous ces messages violents. Préparez-vous, je vais toutes vous crever. Dans 1 heure, je suis devant le refuge, donc je vous laisse encore 1 heure pour vous préparer à mon arrivée. Tu sais, maman, qu'est-ce que j'ai dit à la police ? Que tu fais des pincettes. Comme ça, je pars chez mon papa beaucoup et chez toi, un petit peu. C'est ça qu'il m'a dit, mon papa, de te dire. J'ai dit, la maman lui dit, j'ai dit, c'est vrai. Elle m'a dit, mais non, maman, mais j'ai peur j'ai peur avec papa. Et madame de terminer, enfin de poursuivre, non, j'ai peur pour elle, dans sa tête, son enfant. Alors il l'a tapé sur les mains et il l'a frappé au coin. Il l'a mise au coin. Comme ça, il a dit, la prochaine fois, tu me dis tout. Tu ne caches rien du tout. Il ne faut rien oublier. Alors même elle, ouais maman, je m'excuse, mais je dois tout lui dire, sinon il va me punir. Et enfin, ils sont tous, enfin moi, je les trouve tous illustratifs et très forts. Et je termine par celui-ci. Des fois, je sens que je n'ai personne pour me protéger. Je n'ai personne pour... et ça me fait du mal. Des fois, je ne dors pas la nuit, je n'arrive pas à dormir. Ça me fait peur. Des fois, je regarde la fenêtre. Des fois, j'entends juste un bruit. Et ça, avec lui, c'est vrai qu'il me frappait. Mais là, je me sens complètement responsable, même pour vivre comme ça, toujours. Et je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sens pas sécurisée. Je ne vois pas c'est quoi la différence quand j'étais avec lui. Pour moi, c'est le même. Je ne vois pas. Moi, je me suis dit, je vais partir pour être mieux moralement, mais je n'ai pas trouvé ça. La dame qui est derrière ce témoignage, elle s'est exprimée alors que ça fait plus de 4 ans qu'elle est séparée. Alors, voilà, donc, comme je vous disais, des statistiques qui collent avec les témoignages. Des statistiques qui, voilà, sur des extraits, des statistiques qui sont cohérentes avec les autres travaux scientifiques. Donc là, je ne vais pas avancer sur le programme puisque nous allons découvrir tout cela. Et peut-être un dernier point qui est très important, des statistiques qui sont cohérentes avec la réalité observée sur le terrain. Alors, sur notre terrain, ça c'est une chose, mais également sur... Oh tiens, en fait, je me rends compte que j'ai fait un petit oubli, parce que dans les travaux scientifiques, il y a évidemment vos travaux, à vous intervenants qui viendraient, mais j'avais quand même envie de relever 2-3 points. Pas beaucoup, je vous promets, je n'aime pas non plus de faire des lectures de théorie, mais je voulais quand même juste pointer, ça je l'ai repris dans la brochure, donc, vous pourrez les voir par vous-même, page 11 et page 12. Dans tous ces travaux scientifiques, il y avait notamment déjà en 1993 des Américains qui se nomment Ellen Pence et Michael Pema. Ils avaient conceptualisé déjà les violences conjugales post-séparation, on est en 2019. Et ils les avaient conceptualisées comment ? En expliquant que c'était un ensemble de comportements caractérisés par la volonté de domination et de contrôle d'un partenaire sur l'autre. Ouais, ça fait un peu écho, si même pas complètement écho, avec ce qu'on a vu, ce qu'on voit tous les jours dans notre travail et ce qu'on a vu au travers de la recherche. Mes collègues là qui parleront tout à l'heure, je vais peut-être juste citer Isabelle Côté qui a travaillé avec Simon Lapierre et qui a mis l'accent sur le fait que la garde partagée participe au continuum de la violence conjugale et à la revictimisation des femmes. En 2015, travaux quand même assez récents. Des données statistiques qui nous proviennent du Canada aussi, toujours en 2001. C'est plus ancien, mais bon, vous voyez, la question était quand même déjà bien prise au sérieux.
qui montrait que 39% des femmes ayant encore eu des contacts avec l'ex-partenaire durant les 5 dernières années avaient été agressées physiquement. Mais elle pointait dans ces données que les abus psychologiques visant à intimider ou contrôler les ex-partenaires, donc les victimes, les concernaient presque toutes. Et moi, je vous ai parlé de 79%. Voilà, encore une fois, ici, on est assez raccord. Et donc, je voulais terminer en vous disant qu'on était aussi, on avait aussi des statistiques qui étaient cohérentes avec la réalité observée sur le terrain, et observée notamment par, je pense que vous avez tous entendu parler de la Convention d'Istanbul. Alors la Convention d'Istanbul, elle a été signée en 2012, elle a été ratifiée en 2016 par la Belgique. C'est un outil qui doit justement permettre d'évaluer et de voir un petit peu ce qui est fait en matière de violences faites aux femmes. Mais alors, par rapport à cette Convention d'Istanbul, il y a eu une évaluation. Et cette évaluation, en fait, à l'initiative de l'association La Voix des femmes, la société civile s'est rassemblée à partir de décembre 2017 en coalition nommée Ensemble contre les violences pour rendre un rapport alternatif, donc qui est très récent, donc qui est un rapport qui a été finalisé en février 2019 pour répondre à l'impératif du Conseil de l'Europe en matière d'évaluation justement du dit rapport par le Grevio, donc qui est un comité indépendant. Et je pense qu'il y avait une petite cinquantaine de représentants de l'associatif, dont Solidarité Femmes. Et dans ce rapport, on peut y lire beaucoup de choses, mais on peut notamment lire dans le rapport alternatif ceci. La séparation est une étape qui décuple les risques d'homicide, d'agression physique et ou de harcèlement. L'exercice du droit de visite ou de garde des enfants constitue également une occasion potentielle d'incidents de violence ou de menaces envers la victime. Les autorités judiciaires estiment souvent que les violences à l'égard de la mère ne signifient pas que les enfants font l'objet de violences, ou pensent encore que ces violences cessent lors de la séparation. Les juges ont tendance à considérer qu'un mauvais mari n'est pas forcément un mauvais père. Alors, conclure sur cette recherche, sur ce que j'ai déjà dit, eh bien, voilà, je viens justement de faire le lien entre dans la représentation collective et dans ce qu'on appelle je perds mes mots, enfin, les représentations collectives sociales sur les violences conjugales. Ben voilà, penser que c'est pas parce qu'on a un partenaire violent, qu'on est un papa violent. Or, on l'a vu dans notre recherche, vous le reverrez plus en détail dans les chiffres, au cœur de la procédure juridique, on a les enfants qui sont réellement des instruments du continuum. Là, vous aurez d'autres exemples qui seront présentés par nos autres intervenants. Donc ces enfants qui sont là, qui sont entre les deux, qui sont charnières, qui sont dans des conflits de loyauté, qui tantôt vont servir le partenaire violent, le père en l'occurrence, pour piéger la mère, pour la mettre la mettre en défaut, pour raconter tout ce qui se passe, pour lui faire peur. Et donc l'impact sur la violence, l'impact de la violence sur la victime, il est là au travers de toutes ces choses. Et donc, à la question de ce colloque, l'impossible du rupture, moi ici, à ce stade-ci, je ne peux que conclure à l'affirmatif, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai vu. On est, par rapport dans ce qu'elles m'ont rapporté, dans ce que j'ai vu dans les questionnaires, on est dans une impossible rupture. Imaginez, à l'ère des moyens mobiles, des réseaux sociaux, de la rapidité, de l'accessibilité qui permet de géolocaliser à partir des nouveaux téléphones, les téléphones intelligents, super intelligents dans ce cas-là, qui permettent de géolocaliser les ex-partenaires, qui permettent de tracer de manière finalement, il suffit qu'on soit un tout petit peu fin et qu'on puisse un petit peu
jouer sur les chemins des Facebook et autres Instagram et de retrouver des tentatives de reconstruction de vie de ces femmes. Par rapport à tout ce contexte et tout le contexte dont j'ai parlé avant, par rapport à tous ces résultats, je suis au regret de vous dire que moi, à ce stade-ci, je termine et je mets un point à mon impossible rupture. Mais j'espère évidemment que nous aurons d'autres ouvertures le courant de ces 2 jours. Et donc moi, là, ce que je vais vous inviter présentement à faire une petite pause et à prendre un petit café avant de passer à notre table internationale qui permettra de poser justement des bases de définition sur ce qu'est la violence post-séparation. Je vous remercie.